Bonjour, bonjour, chers collègues. Bonjour à la distinguée délégation du Togo. Bonjour les délégués d'État, les INDH et les ONG. Bonjour aux amis de la cabine. Nous allons commencer les travaux de ce matin par la présentation de la délégation du Togo des réponses apportées aux questions des honorables commissaires. Pour cela, vous avez 1h45 et sans tarder, je vous donne la parole. Merci. Merci, Madame la Présidente, Madame, Messieurs les commissaires. Nous sommes très heureux ce matin de revenir devant votre auguste bureau pour tenter de répondre aux nombreuses questions qui nous ont été posées à la suite de la présentation de notre rapport de la fois dernière. Vous sollicitons votre indulgence, peut-être pour le contenu de ces réponses qui peut-être ne vous satisferont pas totalement, mais d'ores et déjà, nous pouvons vous assurer que nous avons fait les efforts pour pouvoir apporter, selon nos possibilités, les diverses réponses à ces préoccupations. Alors, nous allons, à cause des spécificités de cette délégation, attribuer la parole tour à tour à quelques membres de la délégation pour pouvoir répondre à des questions précises. Ainsi donc, nous allons d'abord demander à la secrétaire d'État auprès du ministère de la Justice chargé des droits de l'homme d'ouvrir la séance de réponse en intervenant sur certains aspects d'ordre général et aussi sur des aspects spécifiques avec le soutien de ses collaborateurs directs. Madame la secrétaire d'État. Merci, Monsieur le ministre. Bonjour, Madame la Présidente. La délégation togolaise remercie le commissaire rapporteur pays Rémy Ngo Lumbu pour ses observations générales, aussi bien sur la forme que sur le fond. Elle prend note du constat lié au déséquilibre entre les différentes parties, ainsi que de l'absence de développement sur les articles 5, 19, 20, 23 et 25 de la Charte. Nous prenons note et nous allons essayer d'en tenir compte dans l'élaboration des prochains rapports. Et Monsieur le commissaire rapporteur, la délégation peut vous rassurer que la dignité humaine n'est pas un problème pour le Togo. Au contraire, nous affirmons qu'elle est au cœur de toutes les initiatives nationales de promotion et de protection des droits de l'homme. En effet, la protection du droit à la vie, la lutte contre la torture, l'amélioration des conditions de détention, la lutte contre l'extrême pauvreté, pour ne citer que cela, n'ont en réalité pour finalité que de garantir le droit à la dignité. Avec votre permission, je passe la parole à la directrice générale qui va nous parler des violations concernant les discriminations à l'égard des LGBTI. Merci, Madame la Présidente. Merci, Madame la secrétaire d'État. Bonjour, Madame la Présidente. Madame la Présidente, concernant les violences et discriminations à l'égard des LGBTI, les recherches au niveau des institutions judiciaires n'ont pas laissé apparaître une quelconque plainte ni dénonciation. Même si le fait d'avoir des relations contre nature reste délictueux dans notre code pénal, l'État assure la sécurité et la protection de tous les citoyens togolais sans distinction aucune. L'incrimination des faits étant la résultante de la réaction sociale, une prise de décision en la matière
ne doit pas exposer les bénéficiaires à la vindicte populaire. Les événements sociaux peuvent certes changer, mais pas de façon brusque, au point de désorganiser la société. En ce qui concerne la définition de la torture, le nouveau code pénal du 24 novembre 2015, modifié en octobre 2016, transpose purement et simplement en son article 198 la définition retenue par l'article 1er de la Convention contre la torture. Pour ce qui est des ratifications du protocole à la Charte africaine sur les droits de l'homme et des peuples relatif aux personnes âgées et celui sur les personnes handicapées, une réflexion est en cours au niveau national. L'accent sera mis désormais sur la mise en œuvre effective des engagements déjà pris, car il n'est pas judicieux de faire la course aux ratifications qui ne sont pas généralement suivies de faits. Qu'attend inscrire les droits économiques, sociaux et culturels dans la Constitution? Permettez-moi, Madame la Présidente, de dire que le titre 2 de la Constitution togolaise est consacré aux droits, libertés et devoirs des citoyens. L'ensemble des droits économiques, sociaux et culturels est garanti par les articles 34 à 40. En ce qui concerne la sensibilisation, il est à signaler que pendant longtemps, l'accent a été mis sur les droits civils et politiques. Cependant, les actions sont de plus en plus axées sur les droits économiques, sociaux et culturels. Ce fut le cas lors de la célébration de la Journée internationale des droits de l'homme le 10 décembre 2017, dont le thème national était « La Déclaration universelle des droits de l'homme, contribution des droits économiques, sociaux et culturels au développement national ». Les organisations de la société civile mènent également des activités de sensibilisation sur ces droits économiques, sociaux et culturels. Quant à la lutte contre le chômage et le sous-emploi, de nombreuses initiatives méritent d'être signalées en raison de leur impact social et de la dimension des droits de l'homme qui les fonde. La mise en œuvre du plan stratégique pour l'emploi des jeunes et du plan d'action opérationnel de la politique de la jeunesse a permis d'obtenir les résultats ci-après. Plus de 6 500 volontaires mobilisés depuis 2011, 50 951 jeunes accompagnés en entrepreneuriat, formation, équipement et financement, 463 micro-entreprises des jeunes financées grâce au fonds d'appui aux initiatives économiques des jeunes et au programme d'appui au développement à la base pour un montant de 640 575 661 francs. Le Fonds national pour la finance inclusive a pour objet de faciliter l'accès aux sources de financement, surtout des plus pauvres et vulnérables, par l'entremise des banques et des institutions de microfinance. Ce fonds a pour ambition de profiter à 2 millions de personnes à travers toute l'étendue du territoire. Depuis son lancement, le programme fait état de plus de 700 000 bénéficiaires. Le projet de soutien aux activités économiques des groupements plantes à racines et tubercules a pour objectif de contribuer à l'amélioration des revenus des membres des groupements ruraux et au développement des emplois ruraux dans les villages d'implantation des 10 groupements. Le projet d'appui à l'employabilité et à l'insertion des jeunes dans les secteurs porteurs vise à créer les conditions d'une croissance économique plus inclusive par le renforcement de l'employabilité des jeunes et la promotion de l'entrepreneuriat. Il a permis la création de 19 600 emplois directs, dont 40% pour les femmes. Au niveau de l'artisanat, 1 600 maîtres artisans ont été formés en entrepreneuriat et sur d'autres thématiques techniques, et 500 artisans ont participé à différentes foires nationales et internationales. Fermeture de la chaîne de télévision LCF et de City FM Radio. Il faut d'abord rappeler que le retrait des fréquences à la chaîne du Futur et à City FM est justifié par le fait que ces deux médias émettaient illégalement, n'ayant pas été attributaires de fréquences selon les procédures prévues par les textes et ne disposant pas de convention d'autorisation d'installation et d'exploitation signée avec la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication, ainsi que le prévoit l'article 43 de la loi organique.
À cet effet, n'ayant pu fournir les documents requis pour obtenir cette autorisation, la HAC a fait retirer les fréquences exploitées illégalement en attendant que les documents requis lui soient fournis. Du reste, ces deux médias ont saisi la Cour suprême, juridiction compétente en matière de contestation des décisions, et ont été déboutés. Disposition permettant aux stations de radio ou de télévision de faire appel de la décision de retrait des fréquences qui leur a été attribuée. Selon les dispositions de l'article 65 de la loi organique, les décisions de la haute autorité sont susceptibles de recours en annulation devant la chambre administrative de la Cour suprême. Un délai de 5 jours est accordé pour la formulation du recours et la chambre administrative statue dans un délai d'1 mois. Indépendance de la haute autorité de l'audiovisuel contre l'ingérence, en particulier celle de nature politique ou économique. La protection de la haute autorité contre toute ingérence est assurée par la nature même de l'institution. En effet, elle est une institution de la République consacrée par la Constitution. L'article 1er de la loi organique précise que c'est une institution indépendante vis-à-vis des autorités administratives, de tout pouvoir politique, de tout parti politique, de toute association et de tout groupe de pression. L'article 5 précise que les membres de la haute autorité sont choisis sur la base de leurs connaissances et de la connaissance approfondie du secteur de la communication. Ils doivent justifier d'au moins 10 années d'expérience professionnelle. Ces membres, conformément à l'article 6, prêtent serment devant la Cour suprême réunie en séance solennelle, ce qui constitue une nouvelle garantie d'indépendance de ces membres. En l'article 7, il consacre l'irrévocabilité des membres, ce qui est de nature à renforcer l'indépendance de l'institution. Pénalisation de la diffamation et publication de fausses informations. L'article 497 du nouveau Code pénal adopté le 24 novembre 2015 et qui a suscité de vifs débats dans la presse nationale, dans son esprit et son champ d'application, ne concerne pas les journalistes. Seul le Code de la presse et de la communication, qui consacre la dépénalisation du délit de presse, reste et demeure d'application pour toute violation des règles de la déontologie et de l'éthique commise par un journaliste dans l'exercice de ses fonctions. Principe d'accès à l'information, confidentialité suivi de la mise en œuvre. Selon l'article 2 de la loi du 30 mars 2016 portant liberté d'accès à l'information et à la documentation publique, la confidentialité ne concerne que les informations ou documents publics dont la divulgation porterait atteinte à la sécurité et à la défense nationale, au secret des délibérations des autorités relevant du pouvoir exécutif et à la politique extérieure de l'État, aux instructions en cours devant les juridictions, à la santé, à la vie privée ou à des intérêts privés. Ce principe est d'ailleurs atténué par l'alinéa 2 du même article qui précise que les informations non communicables peuvent faire l'objet de consultations, le cas échéant, dans les délais et dans les conditions fixées en Conseil des ministres. En ce qui concerne le mécanisme de suivi de mise en œuvre, l'article 48 stipule que le médiateur de la République est chargé de veiller au respect du droit d'accès des usagers à l'information et aux documents publics tels que prévus par la présente loi. Les politiques en rapport avec Internet. Le Togo dispose d'une loi d'orientation sur la société de l'information, loi de juin 2017. Les efforts sont menés en vue de l'adoption d'une loi spécifique sur la réglementation de l'Internet. Les restrictions de l'accès à Internet. Depuis le 19 août 2017, le Togo a connu des manifestations publiques. Malheureusement, ces manifestations étaient assorties d'actes de violence d'une extrême gravité. Les autorités ont constaté que l'Internet servait de canal de diffusion de messages incitant à la violence et à la haine tribale et ethnique. Il s'agissait des enregistrements audio et vidéo circulant sur les réseaux sociaux, appelant à la violence contre les institutions de l'État,
des personnalités qui les représentent, de leurs familles, ainsi que de l'apologie de crimes et de délits. Il était donc urgent que le gouvernement prenne des mesures préventives appropriées pour éviter les risques d'une confrontation généralisée. C'est dans ce contexte que des mesures de restriction temporaire ont été prises pour tenter de résorber le flux de communication tendant à appeler à la violence et à la haine. Il est primordial de constater que les nouvelles technologies peuvent être tout à la fois un instrument de progrès politique, économique et social, mais aussi une véritable arme de communication au soutien d'entreprises criminelles. L'assassinat récent dans des conditions atroces de 2 membres des forces de sécurité vient illustrer la capacité de mobilisation rapide aux moyens de réseaux sociaux d'individus déterminés à commettre des actes de violence. Il faut rappeler ici que la protection des citoyens est une obligation dont le non-respect peut engager la responsabilité de l'État. Tout gouvernement responsable, lorsque des éléments tangibles lui permettent de prévoir des risques de troubles à l'ordre public, doit prendre les mesures préventives appropriées de nature à protéger la sécurité des citoyens en tenant compte des moyens dont ils disposent. Soulignons que l'article 20 du Pacte international sur les droits civils et politiques pose également le principe de l'interdiction. Le gouvernement considère que les restrictions limitées, aussi bien dans l'espace que dans le temps de certains moyens de communication, ont constitué la réponse adéquate au déchaînement de haine et de violence qui furent constatés. Je vous remercie, Madame la Présidente. S'agissant des défenseurs des droits de l'homme, l'article 30 de la Constitution dispose « L'État reconnaît et garantit dans les conditions fixées par la loi l'exercice des libertés d'association, de réunion et de manifestation pacifique et sans instrument de violence. Il existe au Togo un environnement favorable à la jouissance de ces libertés publiques. Cet espace de liberté profite également aux associations et organisations de la société civile, en particulier les organisations de défense des droits de l'homme. Je peux vous assurer qu'il existe une kyrielle d'organisations de défense des droits de l'homme. Et ces associations collaborent effectivement avec le gouvernement à travers le secrétariat d'État chargé des droits de l'homme. Et le gouvernement vient de mettre en place en octobre 2018 une plateforme multi-acteurs. Cette plateforme a pour mission, c'est un cadre de concertation entre le gouvernement et les organisations de défense des droits de l'homme. Et la plateforme, la coordination de cette plateforme est assurée et par le secrétariat d'État et par une organisation de défense des droits de l'homme. Il existe des membres permanents, dont 7 des institutions d'État et 5 des organisations de défense des droits de l'homme. Il existe aussi des membres non permanents. Les membres non permanents seront invités selon la thématique développée. Selon la thématique, les autres membres seront invités pour la concertation. La concertation consiste quoi? C'est de mettre, comment on fait ensemble pour mettre en œuvre les recommandations de l'EPU et des organes de traité et entre autres aussi, comment on fait ensemble de voir comment l'Organisation de défense des droits de l'homme et gouvernement, nous pouvons parler des cadres légaux dans le pays. C'est pour dire que concernant l'élaboration de la loi sur les défenseurs des droits de l'homme, il peut s'agir aussi, on peut réfléchir ensemble. Le gouvernement réfléchissait là-dessus et au niveau de cette plateforme, la réflexion pourra se poursuivre. Comme on l'a dit, défenseurs des droits de l'homme, la déclaration sur les défenseurs des droits de l'homme dont nous allons commémorer les 20 ans cette année est intitulée « Déclaration sur le droit et la responsabilité ». Ce n'est pas parce qu'on est défenseur des droits de l'homme qu'on est au-dessus des lois. Défenseur des droits de l'homme doit respecter aussi les lois en vigueur. Le cas de M. Eza Kokou et Kokodoko Mensé. Les nommés Eza Kokodoji et Kokodoko Mensé ont été interpellés pour avoir commis une infraction de droit commun, un nom pour appartenance à l'association Nubuke.
S'agissant des faits qui leur sont reprochés, il convient de relever que dans le cadre des manifestations publiques, certains membres de cette association ont mis sur pied un groupe dénommé Opération Secousse, au sein duquel il a été conçu, planifié et coordonné les actes de vandalisme, de destruction des biens publics et privés, ainsi que des violences à l'endroit des forces de l'ordre et de sécurité par le biais des réseaux sociaux. Sur cette plateforme dite Opération Secousse, les susnommés ont décrit leur mode opératoire, à savoir l'art de la guerre et les techniques de guérilla urbaine, la fabrication de matériel de destruction, notamment des cocktails Molotov, les pointes métalliques étoilées, les masques à gaz et les boucliers. Une perquisition régulière effectuée au domicile du sieur Coco Doko a permis la découverte et la saisine des pointes métalliques étoilées, une paire de jumelles, matériel militaire et divers autres objets suspectés d'avoir été utilisés pour la commission des faits incriminés. L'instruction du dossier est en cours. Le cas de M. Asiba Johnson. M. Asiba Johnson est poursuivi pour diffusion ou publication de fausses nouvelles conformément à l'article 97 du nouveau Code pénal. En effet, le regroupement des jeunes Africains pour la démocratie et le développement REJAD, ayant pour président M. Asiba Johnson, et le réseau africain pour les initiatives des droits de l'homme et de solidarité, RED, ont publié le 13 février 2018 un rapport dans lequel ils prétendent, je cite, mieux informer sur les actes de violence dont ils ont été les témoins oculaires de la part des forces de défense et de sécurité à l'encontre de citoyens aux mains nues. Fin de citation. Le rapport publié fait état du lourd bilan provisoire de cette répression qui s'établirait à plus de 100 morts, généralement par exécution extrajudiciaire, parmi lesquels on compterait des enfants, des milliers de blessés par balle, de génocide, de l'existence de fausses communes, des victimes de sauvages passages à tabac, des milliers d'arrestations, des milliers de déplacés et d'exilés, des cas de viol, de torture, d'enlèvement et de disparition, etc. Or, selon les sources officielles, le bilan des morts au cours de la période considérée est de 7 morts par balle et de 7 morts pour diverses causes, dont 2 militaires égorgés. D'autres sources de la société civile ont porté le bilan, les unes à 9 morts, les autres à 12, les autres encore à 14, tandis que les organisateurs des manifestations évoquent le chiffre de 20 morts. Il est donc évident que le chiffre de 100 morts et plus, de même que l'existence des fausses communes avancées par le rapport susvisé, est loin de la réalité. Dès lors, il apparaît clairement que les allégations des signataires du rapport ne reposent sur aucun élément factuel crédible et n'ont d'autre finalité que de troubler gravement l'ordre public. Sur réquisition du procureur de la République en date du 15 février 2018, M. Asiba Johnson a été interpellé. L'instruction vient d'être bouclée et une ordonnance de renvoi en police correctionnelle est prise. De l'existence d'un projet de loi en vue de remplacer la loi de 1901 sur les associations. Pour le moment, c'est toujours la loi de 1901 qui régit les associations au Togo. Les autochtones. Le Togo ne dispose pas de population autochtone telle que définie par le groupe de travail de la Commission africaine sur les populations et les communautés autochtones. Les règles de Robben Island ou principe Nelson Mandela. Les principes Nelson Mandela sur les conditions de détention sont connus au Togo. Le gouvernement, en collaboration avec des organisations de défense des droits de l'homme, organise des séances de divulgation et de formation à l'endroit des agents de l'administration pénitentiaire et autres acteurs concernés par le milieu carcéral. Il en est ainsi de l'Association des chrétiens pour l'abolition de la torture ACAT, section Togo, qui a publié en 2017 un manuel sur le contenu de ces principes. L'observation générale 3 sur le droit à la vie, proposition pour une meilleure vulgarisation. Le Togo suggère à la Commission d'aller au-delà de son site web en ce qui concerne la vulgarisation et l'appropriation des directives contenues dans la dite observation. L'édition d'une version simplifiée, plus accessible à tous en plusieurs langues, serait une approche pouvant permettre d'atteindre une cible diversifiée. Soutenir les initiatives en faveur de la peine de mort. Le Togo, en sa qualité de pays abolitionniste, participe
et reste disposée à contribuer à toutes les initiatives en faveur de l'abolition de la peine de mort. Les femmes et la chefferie traditionnelle. Au Togo, il existe 2 modes de dévolution de la chefferie, la désignation par voie coutumière ou la désignation par voie d'élection. La dévolution coutumière relève de la tradition et des coutumes propres à chaque communauté. Dans ce cas, ce sont les communautés elles-mêmes qui sont maîtresses de leur destinée. En revanche, la dévolution par voie d'élective est de nature à encourager les candidatures féminines. Je vous remercie, Madame la Présidente. Merci, Monsieur le ministre. Merci, Madame la secrétaire d'État. Il nous a été demandé de connaître les résultats de la mise en œuvre de la SCAP, ainsi que s'il existe une nouvelle stratégie. Et oui, peut-être rappeler que la SCAP a été adoptée pour 2013-2017 et les résultats ont été relevés dans la déclaration liminaire. Mais brièvement, quelques chiffres en ce qui concerne l'axe 1. Le taux de croissance du produit intérieur brut réel s'est établi à 4,4 en 2017, alors qu'il était de 3,1 en 2016. Le taux de croissance agricole aussi est passé de 8,8% en 2016 à 7,7% en 2017. Alors, concernant les infrastructures, on peut noter que le pourcentage du réseau routier revêtu avec un assez bon niveau de service a connu une augmentation passant de 45 en 2013 à 55 et 60 en 2016 et 64% en 2017. Alors, parlant maintenant des cas de disparition forcée. Alors, il faut reconnaître que lors des troubles sociopolitiques en 1990, il y a eu une dizaine de cas de disparition forcée qui a été porté à la connaissance de l'État. Le groupe de travail des Nations Unies a été saisi. L'État togolais a manifesté à plusieurs reprises sa volonté de voir élucider ces cas. Et en 2014, le gouvernement a sollicité l'expertise du groupe de travail afin de faire la lumière. Mais cette requête n'a pas reçu une suite favorable. La commission Vérité, Justice et Réconciliation a été saisie du dossier. Elle a rendu un rapport qui est maintenant repris en compte par le Haut Commissariat pour la réconciliation et le renforcement de l'unité nationale. Et on espère que dans le calendrier de travail qui est en cours, ces questions pourront être prises en charge. Je vous remercie. Madame la Présidente, je vais très rapidement enchaîner avec les préoccupations qui ont rapport avec les prisons, les conditions de vie en prison et l'administration de la justice. Alors, une question a été posée par rapport au nombre de prisons qui existent au Togo. Actuellement, on dénombre 13 prisons, plus une brigade pour mineurs qui est sise à Lomé. S'agissant des effectifs des prisons, nous savons que la population carcérale est très flexible, elle est très mouvante, et à ce jour, au mois d'octobre qui vient de s'écouler, l'effectif total est de 5109 détenus, toutes catégories confondues, à savoir condamnés, inculpés et prévenus, dont 3212 à titre provisoire, c'est-à-dire les inculpés et les prévenus. Et parmi cette population carcérale, on dénombre 159 femmes et 66 mineurs, dont 36 mineurs consignés à la brigade pour mineurs de Lomé et les 30 autres répartis au niveau des autres maisons d'arrêt. Une question a été posée par rapport aux repas servis dans les prisons et à leur qualité. Effectivement, il est servi 2 repas par jour, un petit déjeuner et un déjeuner, mais il faut préciser que s'agissant des petits déjeuners, c'est 3 fois par semaine seulement que ces petits déjeuners sont servis, mais c'est des petits déjeuners enrichis. Il s'agit de la bouillie enrichie ou du pain enrichi, servi aux détenus. Et le déjeuner, quant à lui, comprend très souvent, ou bien est composé très souvent de riz, du haricot, du gari ou de la boule. Alors cela me permet en même temps de répondre à la question concernant les boulangeries qui ont été annoncées dans les rapports
Effectivement, ce projet a été mis en œuvre et il est implémenté dans 3 prisons à l'heure actuelle. À la prison civile de Lomé, qui est dans la région maritime, à la prison civile de Atapamé, qui est dans la région des Plateaux, et à la prison civile de Sokoudé, qui est dans la région centrale. Une autre préoccupation était relative aux détenus purgeant des peines criminelles à perpétuité. Ici, il faut souligner qu'à l'heure actuelle, depuis que le nouveau code pénal de novembre 2015 a été mis en vigueur, tous ceux qui purgeaient des peines criminelles perpètes ont vu leur peine commuée en peine criminelle ou peine de réclusion criminelle à temps de 50 ans. Parce que le nouveau code pénal précise que le maximum des peines criminelles est désormais de la peine de réclusion criminelle de 50 ans. Alors, une autre question a été également posée par rapport aux effectifs des agents pénitentiaires de sexe féminin. On voulait savoir si cet effectif, qui était de 110, permettait d'encadrer efficacement les détenus de sexe féminin dans nos prisons. La réponse est positive dans la mesure où nous estimons que l'effectif des femmes qui ne dépasse pas la barre des 200, puisque nous venons de constater d'ailleurs, au mois d'octobre, cet effectif est de 159, ça varie toujours entre moins de 150 et 160 ou 180. Donc nous pensons que l'effectif des 110 agents de l'administration pénitentiaire de sexe féminin permet efficacement d'encadrer les détenus de sexe féminin. Une autre question a été posée par rapport aux prisons spéciales pour femmes. Si nous avions un projet de construction de prisons spéciales pour femmes, nous répondons par la négative. Ce projet n'est pas encore d'actualité. Ce que nous pouvons souligner, c'est que dans toutes les prisons, il est fait ou il est construit un quartier spécial pour les femmes. Cette réalité est la même que pour celle des mineurs, puisque en dehors de la brigade pour mineurs de Lomé, dans toutes les autres prisons aussi, il y a un quartier spécial pour mineurs. Cependant, il existe sur table un projet de construction de nouvelles prisons qui puissent répondre aux standards internationaux. Nous pouvons dire que cela a déjà commencé par rapport à l'implantation ou à la construction à Palimé, qui est dans la région des Plateaux, d'une prison tout à fait moderne, une prison pilote qui existe actuellement. Donc le projet que le gouvernement togolais a, c'est d'essayer dans la mesure du possible de continuer à implanter des prisons de cette catégorie sur toute l'étendue du territoire, en fonction donc des moyens qu'il aura. Les loisirs ou des programmes d'éducation au sein des prisons sont une réalité. Et surtout si nous nous référons à la prison pilote moderne de Palimé, où il y a des télévisions, il y a des aires de jeu, il y a une bibliothèque, il y a d'autres jeux qui sont prévus pour les prisonniers, et aussi à Lomé, où presque les mêmes structures existent. Et en dehors de ça, il y a des ateliers, ateliers de couture, de batik. Et au niveau des autres prisons, il est implanté aussi, ou bien il est permis aux prisonniers de faire du jardinage, de l'agriculture maraîchère. Bon, il y a une panoplie quand même de mesures qui sont prises en vue de créer une ambiance ludique au sein des prisons pour que les détenus ne soient pas, disons, dépaysés. Nous abordons la question relative aux peines communautaires, parce qu'il a été demandé
s'il existe des peines communautaires, ce que nous appelons les peines alternatives aux peines de privation de liberté. Oui, parce que le nouveau code pénal a prévu des peines alternatives. Cependant, nous reconnaissons que dans l'opérationnalité, donc, ou dans la mise en œuvre de ces peines-là, nous sommes encore loin de la réalité. Pourquoi? Cela s'explique. Parce que c'est la prise de dispositions, de procédures qui devait permettre de mettre en œuvre ces peines alternatives. Or, à l'heure actuelle, un nouveau code de procédure pénale n'a pas encore été voté. On peut me poser la question de savoir, mais pourquoi un nouveau code pénal et pas un nouveau code de procédure pénale? Parce que nous sommes en train d'élaborer un nouveau code de l'organisation judiciaire. Et ce code est indispensable pour la naissance du nouveau code de procédure pénale qui permettra maintenant de créer les conditions en vue de la mise en œuvre donc, de ces peines communautaires. Une autre question est celle relative au traitement des faveurs pour des groupes vulnérables tels que les handicapés, les femmes enceintes, les femmes portant des enfants ou des personnes vivant avec le VIH-Sida. Oui, nous pouvons dire qu'il y a quand même des traitements de faveur en direction de ces couches vulnérables. Pourquoi? Parce qu'en matière de soins particuliers apportés, l'administration veille à ce que ces couches vulnérables n'en manquent point. Vous comprendrez très aisément que, par exemple, pour une femme qui est en état de grossesse, il est pris des dispositions pour qu'elle puisse subir des consultations prénatales en dehors du cadre carcéral, afin de sauvegarder ou de préserver sa santé et la santé de l'enfant. C'est de la même façon que la femme, quand l'heure est venue pour qu'elle accouche, elle n'accouche pas au sein de la prison, mais en dehors donc, du cadre carcéral, et toutes les dispositions sont prises pour que les bonnes conditions pour un accouchement puissent être réalisées. Il en est de même pour les personnes vivant avec le VIH-Sida. Oui, c'est des personnes qui sont traitées avec particularité, dans la mesure où des médicaments sont mis à leur disposition pour bien les soigner, et lorsqu'il le faut, donc c'est en dehors du cadre carcéral que ces personnes-là sont traitées. Il est posé aussi une question qui est relative aux structures médicales particulières pour les personnes détenus vivant avec le VIH-Sida. Bon, nous pouvons dire qu'il n'y a pas de structure médicale particulière au sein des prisons. Mais en dehors de la prison, au centre hospitalier universitaire Sylvanus Olympio, il y a une structure médicale que nous appelons Cabanon, qui est prévue pour recueillir les détenus qui souffrent d'une pathologie particulière. Donc nous pouvons dire que ce cadre, c'est un cadre qui est également réservé à ces personnes qui vivent avec le VIH-Sida. Quelle est la prévention ou comment est prévenue la torture au sein des prisons et est-ce que les victimes sont prises en charge? Nous pouvons répondre à cette préoccupation en disant que le corps de surveillance qui est affecté à la garde des prisonniers est un corps spécial. Ce corps que nous appelons les surveillants de l'administration pénitentiaire ont été spécialement formés pour encadrer les prisonniers et dans leur formation, on leur a appris le modus vivendi et le rapport avec les détenus. Ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. C'est ce qui constitue vraiment donc des mesures préventives pour que les cas de torture ne puissent pas être identifiés au sein des prisons. Jusqu'à présent, je crois que ça marche, tant bien que mal, mais je me dois de vous signaler que dans un passé récent, il y a de cela quelques mois,
il s'est passé un incident dans une de nos prisons où des surveillants de l'administration pénitentiaire ont eu à exercer certaines violences sur un détenu qui a été rebelle ou récalcitrant. Et malheureusement, ce détenu qui était d'une constitution fragile a succombé. Alors, les dispositions ont été prises automatiquement pour que ces agents de l'administration pénitentiaire, qui sont au nombre de 8, soient mis aux arrêts de rigueur, et ils sont actuellement déposés à la prison civile de Lomé, où une instruction est ouverte devant un juge d'instruction qui suit une procédure criminelle à leur encontre. Donc des dispositions ont été prises pour que les ayants droit donc, de cette victime-là puissent recevoir réparation. Je poursuis avec la question qui est relative à l'assistance des détenus depuis l'enquête préliminaire jusqu'à la détention au sein des maisons d'arrêt. C'est une disposition constitutionnelle qui prévoit qu'un suspect qui est mis en état d'arrestation déjà en enquête préliminaire puisse être assisté par un avocat. Mais malheureusement, il est très difficile à l'heure actuelle donc, de mettre en application cette disposition dans la mesure où des textes réglementaires n'ont pas encore été pris pour réglementer la chose. Mais constitutionnellement, cela ne souffre d'aucune difficulté. Les droits de visite aux détenus ne souffrent d'aucune restriction, car pour voir un détenu, qu'il soit condamné, qu'il soit inculpé, qu'il soit prévenu, il y a toujours des formalités administratives qu'il faut remplir. Alors, que le visiteur soit une personne physique ou une personne morale, si elle souscrit à ces formalités, il n'y a aucune restriction pour qu'elle puisse avoir accès aux détenus. Cependant, la CNDH et le Comité international de la Croix-Rouge bénéficient d'une mesure de faveur dans la mesure où le CICR, qui a signé un accord avec le département de la justice, et la CNDH, qui est quand même une structure nationale, bénéficient d'un régime de faveur en ce que ces deux institutions ne demandent pas une autorisation expresse avant d'aller rendre visite aux détenus ou de visiter les prisons, mais seulement informent l'administration qui prend les mesures et les dispositions pour faciliter donc les visites. Les responsables pénitentiaires sont-ils formés aux matières des droits de l'homme? Oui, avec le concours des associations de la société civile qui œuvrent dans ce domaine. Il s'agit principalement d'Amnesty International, Togo, de l'Union chrétienne des jeunes gens, de la Solidarité mondiale pour les détenus et donc de l'ACAT, qui est l'Action chrétienne pour l'abolition de la torture. Ce sont des structures qui aident l'administration pour la formation des autorités pénitentiaires. Je vais aborder rapidement la rubrique sur l'administration de la justice. Et la première question concerne l'indépendance de la magistrature. Oui, la Constitution de la 4e République garantit l'indépendance de la magistrature qui incarne le pouvoir judiciaire. Et au terme donc de la Constitution, c'est le chef de l'État qui est garant de l'indépendance de la magistrature. Mais il est aidé dans cette tâche par le Conseil supérieur de la magistrature. Et ce Conseil supérieur de la magistrature est présidé ex officio par le président de la Cour suprême. Et sa composition reflète vraiment ce principe de l'indépendance, parce que, composé de 9 membres, 7 de ces membres sont des magistrats, dont 6 sont élus par leur père. Donc, à l'exception du président de la Cour suprême, qui est président ex officio, qui est membre ex officio. Or, le CSM est garant donc de cette indépendance à travers la gestion de la carrière des magistrats,
Donc c'est l'organe qui nomme les magistrats, surtout les magistrats du siège, qui sont des magistrats inamovibles, et aussi qui est l'organe disciplinaire qui est chargé de l'éthique et de la déontologie, donc des magistrats. La question qui est relative au droit des détenus à être jugés dans un délai raisonnable. Oui, c'est un principe constitutionnel également. En principe, c'est le Code de procédure pénale qui devait fixer les délais de règlement des affaires, soit qu'elles répondent à une procédure correctionnelle, soit qu'elles répondent à une procédure criminelle. Or, étant donné que nous n'avons pas encore donc, de nouvelles dispositions du Code de procédure pénale qui réglementent ces délais, c'est l'organe donc, de gestion de la discipline des magistrats, qui est le Conseil supérieur de la magistrature, qui essaye, tant bien que mal, de veiller à ce que les magistrats puissent souscrire à ce principe constitutionnel, puisque l'éthique et la déontologie imposent à ces magistrats de rendre la justice en ne se fondant que sur leur conscience et les règles de droit. Ainsi donc, jusqu'à présent, les magistrats y pouvoient, dans la mesure du possible, en rapetissant les délais, soit qu'il s'agisse d'une procédure sommaire, soit qu'il s'agisse des dossiers qui sont soumis au juge d'instruction, des dossiers correctionnels, ou soit qu'il s'agisse des dossiers criminels dont l'instruction est parfois plus longue. Le problème de l'aide juridictionnelle. Oui, il y a une loi qui porte aide juridictionnelle qui date de 2013, mais la mise en œuvre n'est pas encore à ce jour effective au regard de certaines petites difficultés. Alors, il a été demandé si les femmes bénéficient donc de mesures particulières, non, en fonction donc pour l'aide juridictionnelle. Nous disons ici que ce qui détermine en principe l'octroi de l'aide juridictionnelle, c'est le critère de l'indigence. Donc, le texte prévoit que c'est l'indigence qui motive l'octroi de l'aide juridictionnelle. Alors, pour ce qui concerne le problème relatif à la disposition du Code de la nationalité concernant la déchéance de la femme étrangère divorcée qui perd sa nationalité togolaise, à elle transmise par son mari, nous disons que l'article 149 du nouveau Code des personnes de la famille règle définitivement cette question, parce que cette disposition bannit la discrimination à l'égard de la femme et à l'égard de l'homme, en ce qui concerne l'octroi de la nationalité. Mais nous devons faire remarquer que, normalement, il doit y avoir transposition de cette disposition au niveau donc, du Code de la nationalité. Ce n'est pas encore chose faite. Cependant, à l'heure actuelle, si une femme étrangère qui, du fait de son divorce, perd sa nationalité, veut la récupérer, elle peut procéder par la procédure de la réintégration. Donc cette réintégration lui permet de retrouver la nationalité togolaise. Alors, l'avant-dernière question est relative au problème foncier. Nous pouvons ramasser dans la réponse en disant que depuis mars 2018, il y a un nouveau code foncier qui a vu le jour et ces dispositions multiples et multiformes permettent de contribuer à l'amélioration de la gouvernance en ce qui concerne cette matière, tant sur le plan administratif que sur le plan judiciaire proprement dit. La dernière question concerne la succession. Le droit du conjoint survivant à demeurer dans la maison conjugale pendant 30 mois, au moment où la succession est ouverte. La question qui est posée, c'est « et après ?» Oui, l'article 412 du Code des personnes de la famille prévoit que si, après ce délai, la liquidation de la succession n'est pas encore faite,
le conjoint survivant peut toujours demander la prorogation, donc du délai de 30 mois devant le juge compétent. Et cela peut lui être accordé. Mais en tout état de cause, s'agissant donc d'une ouverture de succession, la liquidation de la succession permet de mettre définitivement fin à tout contentieux relatif à ce domaine-là. Merci, Madame la Présidente. Je vais maintenant passer la parole à Madame Akitem qui va poursuivre des réponses spécifiques à des domaines bien précis. Madame Akitem. Merci, Monsieur le Ministre. Nous allons apporter des éléments de réponse relativement aux questions adressant les droits des femmes, les droits des personnes handicapées, les droits des personnes âgées et les droits des enfants. La première question est relative aux détails sur les manières dont le Code des personnes et de la famille réduit la discrimination fondée sur le genre, notamment sur les aspects de mariage et de discrimination. Le nouveau Code des personnes et de la famille rétablit l'égalité entre filles et garçons en matière de mariage, en fixant l'âge nuptial pour les deux sexes à 18 ans. C'est l'article 43 de ce code. Le domicile conjugal est fixé d'un commun accord par les deux époux et en cas de séparation, le domicile est fixé par chacun d'eux. En clair, l'épouse concourt avec l'époux au choix du domicile, l'article 102 de ce code. Concernant le lien matrimonial, l'article 53 supprime le sororat et le lévirat, qui constituent des pratiques violant le droit de toute personne à l'autodétermination. Dans les rapports entre époux, la femme peut désormais exercer une profession séparée de celle de son mari et celui-ci ne peut s'y opposer que dans l'intérêt de la famille et par voie de justice, comme le stipule l'article 107 de ce code. Pour l'administration des biens de l'enfant, les dispositions de l'article 254 font des deux époux des co-administrateurs légaux lorsqu'ils sont ensemble. En clair, la femme ne concourt plus à l'administration des biens de l'enfant, mais administre au même titre que son époux et conformément aux dispositions prévues en la matière. En matière successorale, les héritiers des deux sexes jouissent équitablement des mêmes droits sans discrimination liée au sexe. En termes des résultats obtenus dans la mise en œuvre de l'ASCAP 2013-2017, la stratégie de croissance accélérée et de promotion de l'emploi, au plan politique, un plaidoyer auprès des partis politiques en vue d'un meilleur positionnement des femmes aux élections a été conduit. La réduction de moitié du montant du cautionnement pour les candidates aux élections législatives et l'octroi d'un bonus financier aux partis politiques qui présentent des candidatures féminines ont eu pour effet plus de représentativité des femmes au Parlement, passant de 11,11% en 2007 à 18,68% en 2016. La formation de 200 femmes pères éducatrices issues des partis politiques et des leaders communautaires en leadership politique afin d'encourager ou de sensibiliser leurs partis et leurs sympathisants à se positionner aux élections en cours. Des clubs cantonaux de femmes pères éducatrices en paix et sécurité sont mis en place dans les régions du Togo. Dans le domaine de la santé, on note l'intensification des campagnes de prise en charge des fistules obstétricales avec pour résultat 512 cas traités entre 2012 et 2017, dont environ 400 ont bénéficié des activités génératrices de revenus en vue de leur autonomisation. La prise en charge gratuite du paludisme et de 7 vaccins pour les enfants et les femmes qui a contribué à réduire sensiblement les cas de mortalité néonatale.
Dans le souci de renforcer la protection sociale, depuis 2018, les prestations en matière d'assurance maladie aux fonctionnaires ont été élargies aux veuves et orphelins des assurés décédés. Sur le plan social, le programme des maisons de la femme, qui offre des services multiformes et intégrés aux femmes, et l'extension progressive des centres d'écoute et de conseil sur les violences basées sur le genre, participent de la levée des tabous qui entourent ces pratiques. Le renforcement des capacités des membres des groupements féminins et mixtes en leadership et gestion des micro-entreprises et sur la technique de transformation et de conservation de la tomate dans la région des plateaux. La révision du plan d'action national de mise en œuvre des résolutions 1325 et 1820 et suivantes du Conseil de sécurité des Nations Unies relative à la participation des femmes à la prévention et à la gestion des crises. De 2014 à 2017, l'alphabétisation de 6 323 femmes pour un total de 7 239 personnes dans le cadre du projet d'alphabétisation fonctionnelle des femmes sur toute l'étendue du territoire national, notamment mis en œuvre dans 31 préfectures. La mise en place des plateformes multifonctionnelles dans les villages éloignés, et ceci allège les femmes de leurs tâches quotidiennes et aussi leur permettent de développer des activités génératrices de revenus et être autonomes. L'octroi depuis 2016 des prix d'excellence aux meilleures filles de toutes les séries qui ont réussi au bac 2, avec le renforcement des capacités en planification et en budgétisation sensible au genre, des points focaux genre des différents secteurs de l'administration publique, des structures associatives et autres, la prise en compte du genre dans les politiques, projets et programmes est de plus en plus effective au Togo. Il en est ainsi du Programme national d'investissement agricole et de la sécurité alimentaire, mis en œuvre par le ministère de l'Agriculture, dont l'un des acteurs clés sont les groupements féminins ruraux. Les recommandations de l'audit national sur la prise en compte du genre dans les secteurs des finances, du développement à la base et de l'agriculture mené en 2017, dont le plan d'action de mise en œuvre servira de cadre de référence en termes de bonnes pratiques à dupliquer dans les autres secteurs à forte potentialité de développement. S'agissant des mesures prises pour faire cesser les pratiques néfastes, comme les mariages forcés et précoces, les mutilations génitales, les rites de veuvage qui contreviennent aux dispositions du protocole, on note l'intensification des dialogues communautaires en vue d'amener les leaders communautaires à s'impliquer plus dans la lutte, la mobilisation sociale, la sensibilisation des spécialistes des médias, afin de les amener à relayer les messages clés auprès des communautés à travers les radios rurales et communautaires. On note aussi la formation et la sensibilisation des professionnels de santé, de justice, des enseignants et l'implication des femmes et des filles et même des enfants à ces initiatives. Quant à l'interdiction du mariage des enfants, le Code de l'enfant en cours de révision prendra en compte ces aspects. Les progrès enregistrés concernant la mise en œuvre de la politique nationale pour l'équité et l'égalité de genre et son plan d'action, les problèmes rencontrés. On peut relever l'amélioration du cadre juridique de promotion de la femme, l'amélioration du cadre institutionnel, l'institutionnalisation du Forum national de la femme dans tous les 2 ans, l'implication des leaders religieux traditionnels dans les initiatives de prévention et de dénonciation des cas de violence faites aux femmes. Des argumentaires traditionnels et religieux pour la lutte contre les violences basées sur le genre ont été élaborés de façon participative et servent de support lors des séances de sensibilisation. La nomination des points focaux genre dans tous les secteurs de l'administration publique et l'intensification des plaidoyers pour la prise en compte du genre dans les politiques et programmes et projets. Les problèmes rencontrés sont essentiellement liés à l'insuffisance budgétaire et surtout
aux pesanteurs socio-culturelles. Les lois qui punissent les violences basées sur le genre ont été suffisamment vulgarisées. Et concernant particulièrement le code de la famille, il a été transcrit en français facile pour les séances socio-éducatives et traduit en 4 langues nationales. Relativement au droit du travail, par rapport aux mesures concrètes prises par l'État pour éliminer efficacement le travail et le trafic des enfants, le gouvernement intensifie des séances de vulgarisation, de dissémination de leur contenu. Ensuite, il y a des actions concertées qui sont menées pour mieux lutter entre les pays. Et la pauvreté étant l'un des facteurs favorisant cette pratique, le gouvernement, avec l'appui de ses partenaires, met l'accent sur le développement des programmes de filets sociaux et de sécurité. Et des contrôles réguliers sont organisés par les inspecteurs de travail dans les ateliers et centres d'apprentissage lors des visites inopinées qu'ils organisent. Et c'est ainsi que des enfants soumis aux pires formes de travail sont retirés et confiés aux travailleurs sociaux en vue de leur réinsertion familiale et accompagnement. En ce qui concerne les enfants âgés de plus de 15 ans qui travaillent, qui exercent les travaux domestiques, un programme de formation d'aide à la personne en vue de renforcement de tous les travailleurs domestiques à de meilleures prestations est en cours. Relativement aux droits des personnes âgées, à ce jour, il n'existe pas de dispositif permettant une couverture universelle non contributive pour les personnes âgées. Seules les pensions de retraite sont prévues pour ces personnes. Et des 5 centres de détente existants, actuellement, 3 sont opérationnels. Concernant les personnes handicapées, pour le moment, il n'existe pas de statistiques sur les enfants handicapés. Et les formations en cours prennent en compte la promotion de tous les groupes catégoriels. Et entre 2015 et 2017, concernant les statistiques relatives à la traite, le Togo a enregistré 4 027 cas de traite, dont 3 589 sont des enfants qui ont bénéficié d'une prise en charge. Et l'ampleur par rapport aux mutilations génitales féminines est la suivante. Selon l'enquête EDST, la prévalence des IMG est passée de 2% en 2012 à 1,8% en 2014. L'impact de la ligne verte. Le rapport d'évaluation de la ligne verte a recommandé son extension compte tenu des changements qu'elle a engendrés dans la vie des enfants, notamment des résultats satisfaisants en matière d'alerte précoce pour la prise en charge des enfants à risque ou victimes. Et en termes de chiffres, entre 2009, de la date de son lancement à 2018, environ 10 000 enfants victimes ont bénéficié des prestations de ce système. Donc, merci, Monsieur le ministre. Voilà, d'une façon ramassée, quelques informations. Merci, Monsieur le ministre. Madame la Présidente, je voudrais donner des réponses par rapport aux questions qui ont été posées concernant le secteur de la sécurité. Premièrement, en ce qui concerne la politique visant à promouvoir l'égalité hommes-femmes, qui encouragerait une meilleure présence des femmes dans la police et dans les autres services de sécurité, il faudra signaler que le Togo ne pratique pas de service national et l'enrôlement dans les forces armées n'est pas obligatoire. L'enrôlement est fait par recrutement, lequel est national, volontaire et effectué soit sur concours, soit en public sur présentation d'une pièce d'identité suivant une procédure déterminée et bien connue de tous. Le volontariat étant donc la base du recrutement, le Togo ne recourt pas aux mesures incitatives, y compris celles qui favoriseraient les femmes. L'institution militaire étant sensible et comportant beaucoup de contraintes et d'obligations, l'accent est mis
sur la vocation chez les jeunes candidats des deux sexes. Concernant le mécanisme indépendant de contrôle de l'action de la police auquel les civils ont facilement accès pour déposer des plaintes contre les fonctionnaires de police ayant eu des écarts de conduite, ces mécanismes de contrôle sont internes aux forces de défense et de sécurité. Il s'agit notamment de l'inspection générale des services de sécurité qui est un organe au sein du ministère de la Sécurité et de la Protection civile dont l'effectif est déployé journellement sur le terrain en vue de contrôler le fonctionnement des différents dispositifs et surveiller l'action des forces. Il est composé d'un personnel mixte provenant de la police et de la gendarmerie nationale. L'inspection générale des services de sécurité peut se saisir d'office ou sur plainte des écarts de comportement dont se seraient rendus coupables des agents des forces de sécurité. À cet effet, il reçoit et instruit les plaintes et dénonciations et en dresse rapport avec ses recommandations au ministre de la Sécurité et de la Protection civile. De l'autre côté, il y a également l'inspection générale des services de police et la direction du contrôle de la gendarmerie nationale qui jouent un rôle similaire au sein de ces deux institutions. Il existe également la Haute Autorité de prévention et de lutte contre la corruption et infractions assimilées, qui est une institution indépendante s'intéressant à tous les services de l'État. Tous ces mécanismes sont accessibles à tous les citoyens. À cela s'ajoutent des numéros verts mis à la disposition de la population pour faciliter et favoriser les plaintes et dénonciations contre les agents des forces de défense et de sécurité. Et pour ce qui concerne le pourcentage de fonctionnaires de police de sexe féminin au sein du service de la police togolaise, il faut signaler que les femmes représentent 7,93% de l'effectif de la police. Et une attention particulière est accordée aux femmes, qu'il s'agisse donc de la nomination au poste de responsabilité ou du déploiement au sein des opérations de maintien de la paix des Nations Unies. Et une autre question est relative aux mesures prises pour diffuser et intégrer les directives données dans les lignes directrices sur les conditions d'arrestation, de garde à vue et de détention provisoire en Afrique adoptées par la Commission. À ce sujet, il faut signaler que les dites directives de Luanda sont prises en compte dans les curricula de formation de la police et de la gendarmerie nationale, notamment la formation des agents et des officiers de police judiciaire. La procédure judiciaire enseignée est celle prescrite par le Code de procédure pénale. Outre ces formations données dans le cadre des écoles nationales de police et de gendarmerie, la Commission nationale des droits de l'homme, le CICR et certaines organisations de défense des droits de l'homme telles que le collectif des associations contre l'impunité et la torture et Amnesty International Togo accompagnent notre pays lors des ateliers de recyclage et des séminaires de formation spécifiques sur ces questions. S'agissant des découvertes de cadavres, au sujet donc des découvertes de cadavres, il convient de faire une clarification qui permettra une meilleure lecture de la situation. Les découvertes de cadavres, bien que concernant des morts d'hommes, sont à distinguer des meurtres et assassinats qui sont, eux, des crimes. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que dans le tableau sur la comparaison de la criminalité entre les années 2014 et 2015, visé à la page 22 du rapport, il y a une distinction entre les deux types de faits. Les découvertes de cadavres concernent exclusivement des cas de suicide et de mort naturelle. Par exemple, si l'officier de police judiciaire enquêteur enregistre lors d'un constat des blessures ou d'autres traces sur le corps laissant présumer qu'il s'agit d'un crime, l'enquête, quoique partie d'un cas de découverte de cadavre, devient automatiquement une enquête criminelle et le cas ne serait plus classé dans cette catégorie. En tout état de cause, une enquête est toujours menée pour déterminer les causes réelles du décès avec l'implication d'un médecin légiste. Par ailleurs, il faut noter que la situation des découvertes de cadavres sur la période d'après 2015 se présente comme suit. 196 cas en 2016, 207 cas en 2017 et 130 cas au premier semestre 2018.
Cette situation a sérieusement préoccupé le gouvernement qui a pris toute la mesure du problème. C'est ainsi que le ministère de la Sécurité et de la Protection civile, en collaboration avec le ministère chargé de l'administration territoriale, a organisé des ateliers de sensibilisation sur toute l'étendue du territoire. Il s'agissait d'amener la population à abandonner le recours au suicide comme moyen de mettre fin à ses souffrances. D'autres rencontres ont été organisées avec les leaders d'opinion, les chefs traditionnels, les prêtres, pasteurs, imams et autres chefs religieux afin de relayer le message au niveau des différentes confessions. Pour ce qui est de l'enseignement des droits de l'homme au niveau des services de sécurité, il faut souligner que cet enseignement est pris en compte dans la formation de base et la formation continue des forces de défense et de sécurité. En effet, des modules droits de l'homme en général, droits et protection de l'enfant, droit international humanitaire, etc. en particulier, sont incorporés dans la formation des membres des forces de défense et de sécurité. De plus, des séminaires et ateliers sont régulièrement organisés au sein des forces armées et des forces paramilitaires avec l'appui des ONG. Concernant l'absence de renforcement des capacités des forces de défense et de sécurité qui a été relevée par la Commission en 2015, il faut noter qu'en dehors des formations de renforcement des capacités à l'endroit des journalistes, pages 31 et 32 du rapport, il existe des formations continues à l'endroit des forces de défense et de sécurité. Cependant, des formations spécifiques sont organisées de temps à autre en vue de recycler le personnel. C'est le cas, par exemple, à la veille de chaque élection avec l'appui des partenaires techniques et financiers, notamment le PNUD et l'UNREC. Ces types de formations ont été conduites en 2013, 2015 et au cours de cette année 2018. Pour ce qui est des réfugiés, demandeurs d'asile, migrants et personnes déplacées, la Commission souhaitait connaître le statut des 120 demandeurs d'asile accueillis en 2015. Les 740 demandeurs d'asile sont composés des demandeurs d'asile en première instance et ceux en instance de recours. Sur les 740, il y avait 450 en instance de recours et 290 qui attendaient l'évaluation de leur dossier en première instance. Et sur les 290, donc 132 ont pu obtenir leur statut. Par ailleurs, il convient de préciser que les demandeurs d'asile qui n'ont pas obtenu le statut en première instance ont la possibilité d'exercer un recours, permettant ainsi que leur dossier soit réexaminé en deuxième instance par la commission de recours créée par la loi. Mais il faut souligner quand même que cette commission est actuellement en train d'être mise en place. Dans tous les cas, le principe de non-refoulement inscrit dans la loi togolaise est respecté à ce niveau. Une autre question est relative aux réfugiés de longue date. Il s'agissait de savoir si l'intégration comme solution pérenne était donc adoptée par le gouvernement togolais. Sur ce point, dans le cadre donc de la recherche de solutions durables pour les réfugiés en général et ceux de longue date en particulier, le gouvernement a organisé un forum qui a regroupé divers acteurs du domaine. L'intégration locale à travers la naturalisation et l'octroi de cartes de séjour a été, entre autres mesures, retenue comme solution durable en faveur des réfugiés au Togo. Un comité technique a été mis en place pour le suivi de la mise en œuvre des recommandations du forum. La première activité qui va bientôt démarrer est le recensement des enfants réfugiés ou nés de parents réfugiés au Togo, prévu du 4 au 18 novembre 2018. En attendant la mise en œuvre des solutions retenues, le gouvernement, avec l'appui de l'Agence nationale pour l'emploi et en collaboration avec le HCR, met l'accent sur l'autoréalisation à travers l'agriculture, l'élevage, le commerce, la formation professionnelle et les stages d'immersion. Une autre question aussi est relative aux migrants. Et il était question de savoir s'il existe une loi sur les migrants et leurs droits au Togo. Au Togo, les migrants sont régis par la loi numéro 87-12 du 18 novembre 1987 relative à la police des étrangers.
Il convient de mentionner également que le gouvernement togolais a ratifié par la loi numéro 2010-009 du 23 juin 2010 le protocole contre le trafic illicite des migrants par terre, air et mer, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, adoptée le 15 novembre 2000 à New York. La dernière question sur laquelle je vais m'appesantir est relative aux informations concernant les déplacés internes. Au Togo, les déplacés internes enregistrés sont liés aux inondations. Et ce fut le cas au cours des années 2007 à 2010. À ce jour, il n'existe pas de déplacés internes dans le pays. Néanmoins, le gouvernement a procédé à la création et à la construction d'un centre des déplacés à Lomé. Ce centre est opérationnel et est destiné à l'accueil des personnes déplacées en cas de besoin. Il y a eu également la création et l'opérationnalisation en 2017 de l'Agence nationale de la protection civile qui prend en compte ces aspects. Je vous remercie. Merci, Monsieur le ministre. Merci, Madame la Présidente. Merci. Santé. Merci, Monsieur le ministre. Madame la Présidente, j'ai l'honneur de vous présenter la synthèse des questions à quelques questions adressées à la santé. D'abord, par rapport à la disponibilité dans les zones reculées, nous pouvons dire que pour rendre accessible à ces médicaments aux femmes infestées par le VIH-Sida et qui vivent dans les zones reculées, des actions menées ont été. Il s'agit d'abord de l'augmentation du taux de la couverture des sites qui dispensent ces médicaments et dont le taux est de 75,8% en 2017. Il y a également la déconcentration et la répartition de ces sites dans toutes les régions sanitaires. Par exemple, la région des Savanes, considérée comme la plus éloignée, regorge 77 sites contre 111 à Lomé commune. En outre, le traitement antiviral et le suivi des femmes séropositives ont été délégués depuis 2015 aux sages-femmes, infirmiers et aux accoucheuses qui travaillent dans ces zones reculées. Le lieu de permettre que ces femmes malades soient atteintes. S'agissant de l'interrogation sur la fonctionnalité de la stratégie de prévention de la transmission de la mère à l'enfant, nous pouvons affirmer que cette stratégie est bien en vigueur au Togo et que sa mise en œuvre a contribué à réduire le taux de contamination du VIH de 14,7% en 2012 à 6,5% en 2006. Et s'agissant de l'accessibilité des jeunes adolescentes aux divers services de la reproduction, nous disons que des mesures ont été prises, donc la création d'une division en charge des problèmes de cette tranche de population, et aussi de 2015 en 2017, la capacité de 29 formations sanitaires a été renforcée pour les prendre en charge, et aussi 115 professionnels de santé ont eu des formations diverses pouvant leur permettre de les prendre en charge. Nous allons maintenant à la protection des droits des personnes vivant avec le VIH, des personnes à risque, vulnérables et affectées par le VIH. Quelles sont donc les mesures qui ont été mises en place et ayant permis d'atteindre certains résultats? Donc, l'État togolais a élaboré et mis en œuvre en 2016 la politique et la stratégie nationale de la riposte contre le VIH-Sida sur la durée 2016-2020. Et cette politique définit 4 orientations, à savoir le respect de l'équité et l'égalité dans l'accès de la population aux services de prévention, soins, traitements et la lutte contre la discrimination et stigmatisation dans la société togolaise, le renforcement des lois et politiques portant sur la protection des personnes en matière du VIH et la protection des groupes marginalisés ainsi que les minorités sexuelles. Pour la protection des LGBTI, il est mis spécifiquement en œuvre la politique nationale de prévention et de prise en charge globale des populations clés depuis 2013. Et dans son application, 3 principales interventions ont été mises en œuvre. Il s'agit de la réalisation d'une étude en 2014 en vue d'estimer la taille et la cartographie de sites de ces populations pour mieux cibler les interventions. Autre chose, la prise en charge de ces populations clés dans le cadre du continuum des soins à travers le diagnostic et le traitement antiviral.
Il y a également le suivi biologique qui est réalisé à travers les bilans biologiques gratuits. Et quant aux mesures prises en vue de remédier à la prévalence élevée du VIH chez les femmes, l'État a élaboré et mis en œuvre le plan d'élimination de la transmission de la mère à l'enfant. Et parmi les actions menées, l'accent était mis sur le conseil dépistage des femmes en âge de procréer, des femmes enceintes de leurs partenaires et leurs enfants, qui est une stratégie qui a permis d'amener la cible au changement de comportement et réduire le taux de contamination. Les mesures prises pour la mise effective de la loi portant protection en matière du VIH. Dans ce domaine, l'État a mis en place des institutions telles que le Programme national de lutte contre le sida et le Conseil national de lutte contre le sida, impliquant plusieurs secteurs, les organisations des sociétés civiles et les partenaires au développement de la santé dans la mise en œuvre de cette loi. On note également l'élaboration et la mise en œuvre des politiques et stratégies. Je vous remercie pour la parole donnée. Merci, Monsieur le ministre. Merci, Madame la Présidente. Nous allons aborder les questions relatives au domaine de l'éducation, aux industries extractives et à la thématique environnement et ressources forestières. Dans le domaine de l'éducation, nous pouvons noter par rapport aux filles enceintes que la fille enceinte est maintenue à l'école et au centre de formation professionnelle et d'apprentissage jusqu'à sa délivrance et reprend ses études ou sa formation après l'accouchement. Les instructions et les dispositions législatives relatives à l'apprentissage sont dans ce sens dans les structures d'éducation, de formation professionnelle ou d'apprentissage, où les apprenants en général et les adolescentes en particulier bénéficient d'un enseignement sur l'éducation sexuelle complète qui, jusqu'à une époque récente, était un tabou, dans le souci de les aider et leur permettre de prendre des décisions éclairées au sujet de leur santé sexuelle et reproductive. Cet enseignement donc prend en compte les IST, VIH, SIDA, et dans ce sens, des cellules anti-SIDA sont créées dans les structures de formation. Par rapport au droit à l'éducation, l'article 35 de la Constitution togolaise met à la charge de l'État la garantie du droit à l'éducation à l'endroit des enfants et crée les conditions favorables à cette fin. L'école est donc obligatoire pour les enfants des deux sexes jusqu'à l'âge de 15 ans et l'État assure progressivement la gratuité de l'enseignement public. Des mesures ont été prises pour faciliter l'accès la jouissance du droit à l'éducation de base et des dispositions sont également prises pour améliorer l'accès au secondaire et à l'enseignement supérieur. L'État a également pris des mesures pour remédier au problème de l'inadéquation formation-emploi et de nombreuses réformes du dispositif d'enseignement technique et de formation professionnelle ont été enclenchées et mises en œuvre afin que les formations dispensées correspondent au mieux aux besoins du marché du travail. L'éducation aux droits de l'homme est incluse dans les programmes d'éducation, de formation professionnelle et d'apprentissage. Donc, sur la thématique environnement et ressources forestières, il était question de savoir quelles sont les compétences du ministère de l'Environnement et des Ressources forestières en termes d'inspection, de contrôle et d'appréciation des lois environnementales. Nous pourrons dire que le Togo dispose d'un département chargé donc de l'environnement et des ressources forestières qui a en son sein l'inspecteur des services du ministère, la police de l'environnement et l'inspection des ressources forestières. Le pays dispose également d'un plan national d'adaptation au changement climatique qui est mis en œuvre. Aussi, le Togo est-il en cours de mise en œuvre des projets et programmes d'adaptation et d'atténuation des effets du changement climatique, notamment le projet de promotion d'un développement durable et résilience au changement climatique, puis le programme d'appui à la lutte contre le changement climatique au Togo, AMCC+. Relativement aux industries extractives, à l'environnement et aux violations des droits de l'homme liées à ces industries, il a été demandé la liste des sociétés, leurs filiales et leurs domaines d'activité. Nous pourrons dire que par rapport à Ouassem, le domaine d'activité, c'est le calcaire pour la fabrication du clinker,
Il y a Heidelberg Cement, qui intervient dans le domaine du calcaire pour la fabrication du clinker également. Le groupe Pagala, qui intervient dans le domaine du marbre. Et Invest Holding Limited, qui intervient dans le domaine du fer. Il existe bel et bien sur la question de garantie juridique, il existe un code minier et la loi cadre sur l'environnement. Pour l'évaluation des impacts des opérations des industries extractives, il est prévu dans la loi cadre sur l'environnement que les entreprises extractives sont assujetties à réaliser des études d'impact environnemental et social sanctionnées par un certificat de conformité environnementale avant l'obtention des titres miniers. Cependant, les entreprises qui ont commencé leur activité avant l'entrée en vigueur de la loi cadre sont assujetties à l'audit environnemental. En ce qui concerne le droit des femmes à disposer de leurs richesses et ressources, le code minier adopté en 1996 ne l'avait pas prévu, mais cette disposition donc est prise en compte dans le nouveau code communautaire de l'UEMOA et le code du Togo en révision doit s'arrimer donc à cette disposition. De plus, le code communautaire, une fois adopté, sera appliqué dans tous les États, dont le Togo. Pour la politique nationale en faveur de l'égalité et l'équité hommes-femmes, il y a une sous-composante intitulée EMAP, exploitation minière et artisanale à petite échelle, mise en place par un projet de développement et de gouvernance minière qui prend en compte l'égalité et l'équité entre les hommes et les femmes et leur participation effective dans les prises de décision relatives aux industries extractives. De plus, il existe un groupement de femmes qui travaillent dans le secteur minier appelé AFMEP. Près de 90% de l'activité minière est occupée par l'artisanat minier et l'exploitation à petite échelle. Les revenus permettent d'améliorer les conditions de vie des populations exploitantes et des redevances minières et autres taxes locales sont versées à l'État et aux collectivités locales. Le cadre légal de réglementation des activités minières est constitué par le Code minier et la loi cadre sur l'environnement appuyée par le Code du travail. Le travail des enfants dans les entreprises minières et surtout dans les carrières est marginal. Cependant, des actions sont entreprises en vue d'éradiquer l'exploitation des enfants, comme dans le cadre du projet EMAP. Les parents sont sensibilisés sur l'importance de la scolarisation de leurs enfants et la création des crèches communautaires pour les enfants de bas âge susceptibles d'accompagner leurs parents dans les carrières artisanales. Le Code communautaire de l'UEMOA prend en compte cette disposition d'éradication du travail des enfants dans le secteur minier qui sera d'application par tous les États membres à l'issue de son adoption. L'administration procède à des contrôles réguliers, en particulier les inspections minières qui permettent de contrôler les entreprises minières. Par rapport aux parties impliquées dans les négociations, on peut noter qu'il s'agit des membres de l'administration des mines, de l'environnement et des finances, les leaders d'opinion, les autorités locales, des représentants de populations locales et les parlementaires. Des solutions sont prévues pour les cas où il ne serait pas possible d'obtenir un accord. Relativement au pourcentage des recettes redistribuées aux gouvernements locaux et régionaux, la loi du 5 mai 2012 portant contribution des entreprises minières au développement local et régional enjoint aux entreprises locales de contribuer au développement local des zones minières. Cependant, cette loi n'est pas encore appliquée pour cause d'absence de décret d'application. Mais un montant est négocié en fonction de la taille de l'entreprise pour être versé aux gouvernements locaux et régionaux. Pour les exploitations à petite échelle, le montant varie de 5 à 10 millions par an et les exploitations à grande échelle, le montant varie de 60 à 250 millions par an. Relativement à la question de réhabilitation des sols et leur retour à leurs propriétaires, la loi cadre sur l'environnement réglemente cette question. Sur la question des recours, il n'y a pas à ce jour eu de recours judiciaire dans ce sens. L'étude d'impact environnemental doit prévoir des plans de réhabilitation budgétisés avant d'obtenir le certificat de conformité environnementale pour une demande de titre minier. La non-publication des contrats des industries extractives se justifie d'une part par l'absence de cette exigence dans le code minier en vigueur au Togo et d'autre part par l'existence dans les conventions minières des clauses de confidentialité qui ne permettent pas à l'État partie à la Convention de procéder de façon unilatérale à la publication des conventions. Toutefois,
Dans le but d'amener les sociétés minières à remplir cette exigence, le ministère des Mines et de l'Énergie a organisé des réunions d'échange avec les responsables des industries extractives afin que cette norme soit respectée et que, de concert, l'État et les industries s'accordent sur la publication des contrats. Cette obligation de publication est prise en compte dans le Code minier communautaire révisé qui sera bientôt adopté par le Conseil des ministres de l'UEMOA et s'imposera à tous les États membres de l'Union. Par contre, tous les autres titres miniers, autorisations de recherche, permis d'exploitation à petite échelle, permis d'exploitation artisanale, permis d'exploitation de matériaux de construction sont publiés sur le site de la Direction générale des mines et de la géologie et au journal officiel de la République togolaise. Merci, Monsieur le ministre. Merci, Madame la Présidente. Madame, Messieurs les commissaires, nous tenons une fois encore à vous présenter nos remerciements pour votre patience. Comme vous avez dû le constater, notre pire adversaire dans cet exercice, c'était le temps. Donc nous voulions nécessairement respecter le délai qui nous est imparti, raison pour laquelle nous avons dû sacrifier beaucoup de questions auxquelles nous n'avons pas pu vous produire des réponses. Vous voudrez bien nous en excuser. Et une fois encore, sur ce plan, nous implorons votre indulgence. Merci, Madame la Présidente. Merci, Monsieur le ministre. Merci surtout pour la bonne articulation des réponses, du dispatching des réponses au sein de votre délégation, ce qui a permis de nous tenir éveillés et attentifs jusqu'à la fin. Je voudrais à ce stade donner la parole au rapporteur pays, honorable commissaire Lumbu, pour vos remarques conclusives. Merci. Madame la Présidente, distingués membres de la délégation du Togo, Excellence Monsieur le Ministre, Madame la Secrétaire d'État chargée des droits de l'homme, je vais vous remercier également et vous féliciter pour la qualité de vos réponses qui sont non seulement porteuses, mais également prometteuses pour un avenir radieux des droits de l'homme au Togo. Mais il y a beaucoup d'inquiétudes qui persistent parce que les réponses n'ont pas été exhaustives et comme vous le dites vous-même, il y a encore des réponses, des questions qui appellent des réponses dans les jours à venir, ce qui justifie la nécessité d'avoir un dialogue régulier, et de restreindre le temps qui sépare votre passage ici. Normalement de 2 ans, mais compte tenu des contraintes que le Togo connaît, qui sont parfois appelées à être rallongées et nous pouvons les comprendre. Mais il y a d'autres formes en attendant votre prochain passage ici pour pouvoir, n'est-ce pas, continuer ce dialogue-là. Et cette forme-là, ce format, c'est toujours les visites que nous demandons de devoir effectuer dans le pays. C'est l'unique occasion pour nous de nous rendre compte effectivement que toutes les questions que vous avez invoquées ici sont en train d'être, en tout cas de nous rendre compte de par nous-mêmes de la façon dont vous êtes en train de mettre en œuvre la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Alors tout à l'heure je parlais des zones d'ombre. Il y en a quelques-unes. Je ne vais pas les énumérer toutes. Résumer la qualité de vos réponses que vous avez données en près de 2 heures, en 10 minutes, c'est un exercice auquel je vais me livrer.
même si je ne vais pas rencontrer le tout. S'agissant des droits économiques, sociaux et culturels, le gros problème du Togo, ça restera toujours la mise en œuvre. La qualité de la mise en œuvre de ces droits, comme dans d'autres pays, ce n'est pas qu'au Togo, elle reste toujours problématique. Vous avez invoqué un plan, un projet. Vous savez, le chômage des jeunes en Afrique, c'est une question diversement partagée. C'est une préoccupation commune de tous les pays. Le projet d'appui à l'employabilité des jeunes, avec des chiffres que vous avancez, de 19 600 emplois directs créés, donc 40% de femmes. Mais le gros problème demeure, 19 600 emplois créés sur une échelle de combien d'années et sur un taux de chômage de combien? Pour qu'on comprenne ces chiffres-là, il faut qu'on ait tous ces éléments, parce que, sorti du contexte, on peut toujours croire qu'il y a effort ou qu'il y a moins d'efforts. Mais je crois replacer dans leur contexte, en donnant le taux de chômage, ça nous aurait aidé à bien comprendre les efforts qui sont menés. La question de la fermeture des chaînes de télévision qui dérangent, il est avantageux pour tout gouvernement de laisser les médias s'exprimer. Réouvrir ces chaînes et permettre la diversité des sources d'information est bénéfique pour le gouvernement. L'excuse due au fait que cette chaîne opérait en marge de la loi, elle est diversement invoquée dans presque tous les pays, en ce compris le Togo, mais c'est justement l'excuse qu'on invoque souvent pour dire que cette chaîne a été fermée parce qu'elle fonctionne en dehors de la loi. Je ne vois pas que dans un pays, quelqu'un peut se réveiller le matin, ouvrir une chaîne de télévision et la voir être fermée par la suite. Donc, quelque part, il faut trouver le juste équilibre pour pouvoir maintenir la diversité d'opinions, parce que les gens ont besoin de s'informer, non seulement par les chaînes de télévision officielles, mais par d'autres moyens aussi. Il en est de même d'Internet. Internet est devenu aujourd'hui un outil important, et tous les ménages en souffrent parce que nous devons tous consacrer un budget à ce sujet. Vous avez dit que pour des raisons de sécurité, parce que c'est devenu un canal de propagation de la criminalité. Et c'est pour cette raison que vous avez estimé que restreindre Internet, c'était l'unique et la bonne solution qu'il fallait pour lutter contre la violence, bien qu'il s'agisse des mesures temporaires. Mais vous oubliez qu'en le faisant aussi, vous vous rendez coupable de la non-mise en œuvre du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, et qui indique que chacun, le peuple, les citoyens, ont le droit de bénéficier des avantages de la technologie. Les défenseurs des droits de l'homme, de ce point de vue, c'est un mécanisme que je dirige. Madame la ministre, votre discours n'est toujours pas favorable. De mon point de vue, votre discours n'est toujours pas favorable aux défenseurs des droits de l'homme. C'est ici l'occasion pour moi de vous rappeler que les premiers défenseurs des droits de l'homme, c'est d'abord les pouvoirs publics. Donc vous êtes d'abord vous-même une défenseuse des droits de l'homme. Vous devez créer un environnement favorable à ce sujet. Et il faut que nous puissions continuer à dialoguer ensemble sur cette question-là, parce que vous êtes exprimé également sur la loi. Continuons à dialoguer sur cette question pour que nous puissions justement avoir un environnement favorable. Lorsque nous causons avec les ONG au niveau du forum des ONG, les discours qu'ils nous apportent, c'est qu'il leur est difficile. Il faut peut-être que vous engagiez un dialogue avec eux, ensemble avec la société civile. Mais nous sommes également prêts à apporter notre concours à ce sujet. Pour le droit à la vie, nous avons pris note de vos observations. Vous voyez, nous acceptons les remarques que vous faites en disant que l'observation générale sur le droit à la vie, il est assez long. Vous aurez aimé une version un peu raccourcie, soft, et que nous ne nous contentions pas du fait que ça figure sur le site pour sa vulgarisation. Et notre unique moyen de la vulgariser, c'est d'arriver sur terrain. Il faudrait que les États nous facilitent la possibilité d'arriver sur terrain pour que nous puissions vulgariser. Tant que nous n'avons pas accès sur le territoire, notre unique moyen de vulgariser tous ces documents de la Commission africaine, c'est de les mettre sur le site. On n'a pas d'autre moyen, les États sont souverains
Et dans le cadre de cette souveraineté, nous devons, n'est-ce pas, utiliser les moyens, malheureusement, qui sont les nôtres, notamment Internet. La question des prisons. La question des prisons, elle reste importante. C'est l'une des questions qui vous a été posée. Mais les réponses qui sont arrivées en tant que rapporteur pays ne m'ont pas satisfait parce que d'après le ministre, je le cite texto, il faut essayer d'implanter dans la mesure du possible des prisons, il faut essayer d'implanter dans la mesure du possible des prisons modernes comme la prison de Paliémé, je crois. Je peux me tromper sur le nom du lieu, mais la prison de Paliémé. Essayer d'implanter dans la mesure du possible, ça voudrait dire, dans le langage clair, que c'est encore difficile. C'est encore difficile. C'est encore difficile. Ce que la Commission demande, c'est que la qualité de prison, les gens qui sont en prison puissent avoir une vie quand même acceptable. Donc il faut améliorer la qualité de prison. C'est d'autant plus vrai que lorsque vous vous exprimez à propos du droit à la santé pour des personnes qui vivent en prison, vous reconnaissez d'ailleurs que tout se fait en dehors des prisons. Il n'y a pas d'unité, à proprement parler dans les prisons pour prendre soin des prisonniers. Vous vous êtes exprimé à ce sujet pour les femmes, les enfants, les personnes vivant avec le VIH. Tout se fait en dehors des prisons, ce que vous appelez les cabanons. Dans un lieu dit cabanon. Ce n'est pas cela un traitement de faveur qui vous a été demandé. Ça, c'est la carence des prisons qui vous pousse à amener les prisonniers à l'extérieur. Ça n'a rien à voir avec un traitement de faveur. De mon point de vue, c'est un déficit structurel. Je venais de visiter une prison en Afrique du Sud. Il y a d'autres prisons qui existent. Il y a quand même des unités médicales sur place. On ne déplace les gens que lorsque il s'agit d'un cas sérieux qui doit être pris en charge. Et quand on sait dans les prisons les formalités qu'il faut remplir pour pouvoir aller se faire soigner à l'étranger, en dehors de la prison, donc ce n'est pas du tout un traitement de faveur. Et même le fait pour les femmes d'aller accoucher en dehors des prisons, ce n'est pas un traitement de faveur. Ça participe de ce qu'un accouchement doit être pris en charge dans une structure médicale appropriée, sauf circonstances exceptionnelles. Il reste deux préoccupations pour terminer. L'indépendance de la magistrature participe de la démocratie. Je suis moi-même magistrat, même si je n'exerce plus depuis un certain nombre d'années, mais je reste toujours dans l'effectif des magistrats. L'indépendance de la magistrature, Excellence, Monsieur le ministre de la Justice, c'est loin d'être cette indépendance formelle dont vous parlez. En d'autres termes, vous avez dit à la Commission que la Constitution consacre le principe de l'indépendance. Oui, ça figure dans la Constitution. Il y a un Conseil supérieur de la magistrature majoritairement composé des magistrats. Ce n'est pas ça, l'indépendance de la magistrature. Ça, c'est de l'indépendance formelle. L'indépendance de la magistrature, c'est dans le bureau du magistrat tous les jours de savoir, dans le traitement des dossiers, s'ils ne subissent pas les injonctions des pouvoirs exécutifs ou l'influence des gens du pouvoir exécutif dans tous les jours. Or, les échos qui nous parviennent, c'est que les magistrats au Togo sont loin d'être en train de travailler en respectant aussi bien le principe des Nations Unies en matière d'indépendance que tous les griefs qui vous ont été reprochés. Ce que nous aurions aimé entendre de vous, c'est de nous dire dans la pratique, voici comment les choses se font dans la pratique. Les ministres qui ont osé interférer dans la magistrature ont été sanctionnés et révoqués du gouvernement, ce qui n'est pas le cas. Sinon, vous aurez pu donner quelques exemples à ce sujet. Les statistiques, l'un des points forts de ce rapport, nous vous l'avions dit, j'étais le premier à vous dire, environ 38 tableaux sur les statistiques, mais il y a, comme je vous ai dit, quelques statistiques qui manquent, et vous l'avez reconnu en ce qui concerne, je crois, les enfants vivant avec handicap. Il faudrait peut-être dans les jours à venir pour voir aussi les statistiques à ce sujet. Et pour terminer, les questions de sécurité. Les questions de sécurité, ce qui a été demandé, encore une fois, c'est d'avoir une unité externe par rapport aux forces de police qui puissent justement contrôler l'action de la police. C'est comme ça que ça se fait dans les pays de vieille démocratie.
mais votre qualité de réponse, moi... Commissaire, s'il vous plaît, vous pouvez conclure? Je suis à la fin, Chair. Merci. Elle ne m'a pas convaincu dans la mesure où il y a un inspectorat interne qui est juge et partie qui fait justement ce travail-là. Voilà, sinon je vous félicite pour la qualité des réponses, elle était très 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 bonne. Elles étaient très 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 bonnes. Pour le reste, la commission reste à votre disposition, je reste à votre disposition dans les jours à venir pour que nous puissions continuer à échanger. Je vous remercie. Merci, honorable commissaire. À ce stade, je rends la parole à Monsieur le ministre pour sa conclusion. Merci, Madame la Présidente, Madame, Messieurs les commissaires. Une fois encore, la délégation togolaise que j'ai l'honneur et le privilège de conduire par ma voix souhaiterait vous adresser ces vifs remerciements, de même que les remerciements du gouvernement togolais pour votre disponibilité permanente à contribuer à la promotion et la protection des droits de l'homme dans les pays de l'Afrique et au Togo également. Nous sommes heureux d'avoir été soumis à cet exercice et nous vous promettons, conformément aux recommandations du commissaire pays, de tout mettre en œuvre pour que dans l'avenir, nous puissions répondre plus périodiquement, selon les délais, aux prochains exercices auxquels nous serons appelés. Nous sollicitons l'assistance de la Commission pour vraiment nous aider à combler certaines brèches ou certaines lacunes qui ont été relevées. Nous reconnaissons que le travail de promotion et de protection des droits de l'homme, qui constitue un socle à l'épanouissement des citoyens et à la construction d'un état de droit, n'est pas chose facile et ce n'est pas un travail solitaire. Par ce que vous faites, vous éveillez notre attention, l'attention des gouvernements, à toujours se parfaire. Et je crois que c'est un exercice qui doit se faire quotidiennement. Et c'est pour cela que nous acceptons toutes les recommandations que vous nous adressez ou que vous aurez à nous adresser en ce sens. Nous promettons d'être des élèves dociles et à recevoir dans l'avenir rien que des félicitations de votre part en matière de droits de l'homme. Ah. Une fois encore, nous vous disons merci, Madame la Présidente. Merci, Monsieur le ministre. Je pense que sur ces mots, nous allons clôturer l'examen de votre rapport périodique combiné. Nous notons votre demande en ce qui concerne l'accompagnement de la Commission. Pour cela, nous souhaitons que les États puissent faire usage et puissent faire interaction avec la Commission africaine autour des directives, des principes, de tous ces documents dont vous avez assisté au lancement et ceux qui ont été lancés lors des anciennes ou des précédentes sessions. Nous pensons également que les États ne sont pas proches des commissaires rapporteurs pays, ne sont pas proches non plus des mécanismes. Vous en avez vu, il y en a sur les femmes, sur les droits socio-économiques,
sur la torture, la peine de mort, la liberté d'expression, le VIH-Sida. Donc, c'est nous qui sollicitons de votre part d'être plus proches et d'avoir une demande articulée et constante à l'égard de la Commission africaine des droits de l'homme, qui est votre organe, l'organe africain pour la promotion et la protection des droits de l'homme. Nous vous remercions encore une fois pour cet exercice qui a été totalement satisfaisant. Et vous donnons rendez-vous donc à l'occasion de la présentation d'autres rapports, comme vous le dites, en veillant à la mise en œuvre effective des recommandations. Et le cas échéant, que vous puissiez nous dire quels sont les défis que vous rencontrez. Mais entre-temps, je pense une plus forte interaction de l'État togolais avec la Commission à travers ces mécanismes spéciaux, en utilisant justement les lignes directrices, les principes, les déclarations, les rapports. Tout ceci peut contribuer effectivement à une meilleure compréhension de nos attentes et à combler également les attentes de vos populations. Merci et bonne route.